Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Ici TV du peuple RD Congo. Et oui, cette semaine, c'est une semaine de bonne année. On dit encore bonne année 2025. Que du bonheur cette année, que des victoires cette année 2025. Jusqu'à terrasser l'ennemi au Rwanda. Et oui, tout à Moufata à Douai, jusqu'au Rwanda. Voilà, chers compatriotes. Eh bien, je vous présente ce matin le briefing d'hier sur la peine de mort. Et c'est un briefing entre le ministre de la Justice et le ministre de la Communication, Patrick Muyaya. Voilà, chers compatriotes. Oui, il faut comprendre que nous sommes en période de guerre. Le ministre Muyaya explique que nous ne sommes pas le seul pays à pratiquer la peine de mort, le ministre aussi, il le dit. Mais le ministre Muyaya justifie qu'en période de guerre, cette peine de mort est nécessaire et puis elle est dissuasive. Eh oui, eh oui. Il n'y a pas que la RDC qui pratique cette peine de mort. D'ailleurs, il y avait un moratoire là-dessus. Le moratoire a été levé il n'y a pas longtemps parce que nous sommes en période de guerre et il y a danger, dit le ministre, il y a danger que les terroristes infiltrés recrutent les bandes de Koluna parce qu'ils se connaissent, ils sont organisés en bande, ils ont leur chef. Imaginez qu'on les recrute, nous aurons les terroristes parmi nous, déjà à Kinshasa par exemple. C'est très dangereux. Donc, ce que le ministre doit faire, c'est garantir que cette peine de mort soit exécutée pour ceux qui sont condamnés à mort. Eh bien, suivez le briefing, chers compatriotes. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir, une très bonne année à vous tous. J'espère qu'au 6e jour de la nouvelle année, vous avez pu célébrer avec vos proches les débuts de l'année 2025 et que 2025 sera rempli pour vous chaque jour de santé, de paix, de réussite et de prospérité. Nous sommes donc heureux de vous retrouver pour ce premier exercice de redevabilité de l'année 2025 pour parler d'un problème dont on a déjà parlé ici il y a quelques semaines avec le vice-premier ministre de l'Intérieur. Ce soir, nous voulons parler de la lutte contre le banditisme urbain qui a été l'une des questions abordées par le président de la République dans son discours sur l'état de la nation. Nous voulons faire un focus sur le volet judiciaire. Nous parlons devant les professionnels des médias. Vous savez donc et vous avez vu qu'il y a eu plusieurs procès en flagrance qui ont été diffusés sur les antennes de la télévision nationale. Et dans la foulée, il y a eu des condamnés et une centaine d'entre eux a été transférés dans des prisons de haute sécurité à Angenga et dans le Zouzouloum au Congo central. Et ce soir, avec le ministre d'État, ministre de la Justice, nous voulons parler de fond en comble de ce qui s'est fait au niveau de la justice, au-delà de tout ce qui s'est raconté, de tout ce qui s'est dit. Ce soir, avec le ministre de la Justice, nous allons faire le point de comment fonctionne la justice spécifiquement pour ce qui concerne cette question de lutte contre le banditisme urbain. Monsieur le ministre d'État, meilleurs vœux, bonsoir. Merci, bonsoir, monsieur le porte-parole du gouvernement. Merci de vous associer donc à ces premiers exercices de redevabilité qu'on aurait pu avoir depuis quelques semaines déjà, pour nous parler de la lutte contre le banditisme urbain. Mais déjà, dans ce qu'on entend, il y a diminution des cas, en tout cas de ce phénomène dans la ville-province de Kinshasa. Quel est le premier bilan que vous pouvez faire aujourd'hui dans les volets judiciaires? Parce qu'on a déjà eu l'occasion de faire le point
du volet tenu par le ministre de l'Intérieur et sur votre volet, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? D'abord, je tiens à vous remercier, monsieur le ministre et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Je présente avant tout mes vœux le meilleur à toute la population congolaise pour l'année qui commence, 2025. Il faut dire que la problématique de l'insécurité urbaine a tant endeuillé les Congolaises et Congolais, et que les magistrats suprêmes avaient plus d'une fois donné instruction au ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, au vice-premier ministre et ministre de la Défense et au ministre d'État, ministre de la Justice pour pouvoir envisager des mécanismes d'endiguer ce phénomène. Nous avons donc mis en place une stratégie opérationnelle qui nous permet de lutter efficacement contre ce phénomène de banditisme urbain. Nous avons dû lancer l'opération Zéro Kuluna aux côtés de l'opération Ndobo. L'opération Ndobo qui se passe à la première phase par le ministère de l'Intérieur qui arrête, met à la disposition de la justice. En ce moment-là, nous intervenons dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna. En réalité, c'est une seule opération, mais qui se passe en deux phases. Donc la première phase, c'est Ndobo, la deuxième phase, c'est Zéro Kuluna. C'est sur l'ensemble du pays. Mais dans un premier temps, nous avons commencé par la ville de Kinshasa, qui a statut de province. Il faut dire qu'à notre niveau, nous avons pu organiser plus de 11 audiences foraines et plus de 300 Kuluna ont été condamnés. Ça veut dire que ces procès ont été organisés sur la base de l'ordonnance loi sur la répression des infractions flagrantes, pour évidemment permettre de faciliter la célérité des procédures. Et tous les droits des justiciables ont été évidemment garantis, y compris le droit au double degré des juridictions. Donc le droit à la défense, le droit au double degré des juridictions, tous ces droits ont été garantis. Donc droit également à se faire assister par des avocats ou encore des défenseurs judiciaires. Tous ces droits ont été reconnus aux justiciables. Il faut dire que de ces 300 condamnés, nous avons jusqu'ici opéré les transfèrements des plus ou moins 127 en 3 vagues. La première vague a été transférée à la prison de haute sécurité de Luzumu dans le Congo central. Les 2 dernières vagues ont été transférées à la prison de haute sécurité des Angenga dans la province de la Mongala. Et les autres vagues vont être transférés dans les jours qui viennent dans d'autres prisons de haute sécurité. Il faut dire qu'avec l'implication du ministère de la Justice, il y a sensiblement, il faut le dire, baisse de la criminalité urbaine, principalement dans la ville de Kinshasa, avec l'implication, le travail que fait le VPM intérieur, notre implication en tant que ministre d'État ministre de la Justice, grâce au travail acharné de nos policiers, de nos militaires, de nos magistrats civils, de nos magistrats militaires, parce que la stratégie que nous avons mise en place était celle de pouvoir déférer tous ces criminels urbains devant les juridictions aussi bien militaires que civiles. Sur la question des juridictions militaires, nous nous appuyons évidemment sur les articles 157 à 158 du Code pénal militaire, mais aussi les dispositions pertinentes du Code judiciaire militaire, notamment en ce qui concerne l'infraction du terrorisme. Et cela, nous considérons que les actes que posent les Kuluna révèlent ou relèvent évidemment du terrorisme. Et cette infraction est prévue par le Code pénal militaire.
Mais concernant les juridictions civiles, là nous recourons évidemment à l'article 157 du Code pénal ordinaire qui prévoit l'infraction de l'association des malfaiteurs. Et toutes ces infractions sont punies entre autres des peines de mort, en tout cas pour ce qui concerne l'association de malfaiteurs. Alors du coup, ces juridictions ont travaillé d'arrache-pied et nous ont rendu des très grands services qui ont permis d'éradiquer ou bien de diminuer sensiblement le taux de criminalité urbaine dans la ville de Kinshasa, et ce, à la grande satisfaction de notre population. Nous nous sommes employés à lutter drastiquement contre un phénomène parce que c'est un phénomène beaucoup plus dangereux que vous ne l'imaginez. Des familles entières sont restées sans père. Des familles entières ont perdu des membres des familles. Ici, le dernier drame d'ailleurs en date est celui de la journaliste Jemima qui travaillait d'ailleurs ici à la RTNC, qui au sortir du travail avait été victime de la barbarie de ces Koulouna. Et malheureusement, elle a outrepassé. Et donc, c'est un phénomène qui tient à cœur les Congolaises et Congolais, les Quinoises et les Quinois. Vous verrez une maman en train de vendre, par exemple, ses épices, et puis un Kouloune à venir avec la machette pour non seulement lui prendre toutes ses marchandises, mais aussi l'abattre sur le champ. Et tout ceci n'a pas évidemment cristallisé un climat de paix et d'inquiétude, de tranquillité dans la société. Vous savez, nous sommes un pays en guerre, agressé par le Rwanda. Nous ne pouvons pas accepter que nous ayons d'une part l'agression rwandaise dans la partie est du pays, que nos militaires se déploient évidemment à défendre l'intégrité de nos territoires à l'est du pays, mais qu'en interne nous puissions faire face à des petites agressions dans nos rues. Évidemment, à des individus qui se considèrent comme étant au-dessus de la loi, qui font la loi, qui prennent en otage pratiquement des quartiers entiers. Et donc voilà un tout petit peu le bilan que nous pouvons jusqu'ici dresser. La clarification à apporter ici, c'est de dire que de tout temps, la problématique de la lutte contre la criminalité urbaine a toujours été prise en charge, aussi bien par le ministère de l'Intérieur que le ministère de la Justice. Vous voyez l'actuel ministre français de la Justice. Je crois que l'une de ses priorités, lorsqu'il a pris ses fonctions, c'était, entre autres, de lutter contre le banditisme urbain aux côtés du ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, il y a quand même une précision qu'il faut apporter avant que nous puissions prendre les questions de journalistes. C'est le ton, c'est la fermeté. Très bien. Et on ne va pas s'épargner de l'exécution de la peine de mort. Très bien. Vous en avez beaucoup parlé. Cela a suscité beaucoup de réactions de part et d'autre. Certains se demandent si ça rentre dans le cadre de nos engagements, notamment dans le cadre du Conseil national de droits de l'homme à Genève, dont nous sommes membres, et puis pour d'autres, notamment dans la perspective de notre candidature au Conseil de sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces propos spécifiquement ? Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, il est important de clarifier une chose. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République, n'a pas inventé la peine de mort. La peine de mort est prévue d'abord dans l'article 5 de notre Code pénal ordinaire. Ensuite dans l'article 26 du Code pénal militaire. Et comme vous le savez, le Code pénal ordinaire date d'il y a 70 ans, plus de 70 ans, 80 au plus. C'est en 1940 que ce code a été élaboré, bien avant que le ministre de la Justice ne naisse. Il y a eu plusieurs modifications. Le législateur congolais n'a jamais touché à cet article. Le législateur congolais a maintenu la peine de mort. Et lorsque le code pénal militaire est élaboré plusieurs décennies plus tard, vers les années 2000, mais on a maintenu la peine de mort comme sanction. Et pas plus tard qu'en 2024. C'était le 9 février 2024. Au cours d'un conseil des ministres, l'option a été levée
de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Parce que en 2000, sur la base d'une déclaration du Conseil des ministres, le gouvernement avait levé l'option de pouvoir prendre un moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Moratoire ici veut dire une décision de suspension d'exécution de la peine de mort, donc d'une disposition de la loi. À la suite donc de la décision du Conseil des ministres du 9 février 2024, ma prédécesseur avait pris une circulaire portant levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. C'était le 13 mars 2024. Ce n'est donc pas le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Le rôle qui est le mien après ma nomination, c'est de pouvoir faire appliquer strictement les lois de la République, sans en inventer une seule. Et que de ce point de vue, puisque cela est prévu dans nos lois, il va donc de soi que, étant dans un état de droit tel que le prescrit l'article 1er de notre Constitution, ce n'est pas le ministre de la Justice qui a élaboré cette Constitution. La République démocratique du Congo est un état de droit. Mais l'état de droit veut dire quoi? L'état de droit veut dire que les gouvernés et les gouvernants sont tous soumis à l'autorité de la loi. Donc ici, il s'agit de la dictature de la loi. C'est cela l'état de droit. C'est respecter les lois du pays. Dès lors que les cours et tribunaux congolais condamnent les Kuluna à la peine de mort, qui doit être l'attitude du ministre de la Justice et garde des Sceaux, est-ce d'annoncer qu'ils seront libérés? Est-ce d'annoncer qu'ils seront primés? Mais ont-ils été condamnés sur quelle base? Ces Kuluna, et ce n'est pas tous, évidemment, qui sont condamnés à la peine de mort. Je vous informe qu'il y en a qui sont condamnés à des peines d'emprisonnement de 5 ans, de 10 ans, de 2 ans, de 20 ans, selon la gravité des faits. Par exemple, pour ce qui concerne l'infraction du terrorisme prévue par le Code pénal militaire, mais ce n'est puni de peine de mort que lorsqu'il y a eu mort d'homme dans la commission de l'infraction. Mais l'infraction, la peine maximale, c'est 20 ans. Donc ici, parmi autant, je vous ai dit que nous avons organisé plus ou moins 11, jusqu'ici, 11 procès en flagrance. Mais il y a eu plusieurs, c'est-à-dire plus de 500 personnes arrêtées comme Kuluna. Certains ont été tout simplement libérés parce que les preuves n'étaient pas établies. Mais ceux qui sont condamnés à la peine de mort, étant donné qu'on a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort, quelle attitude on adopte? C'est la fermeté. Savez-vous que le phénomène des gangs urbains a conduit au renversement de tout un régime en Haïti? Des gangs organisés ont décidé un jour de prendre en otage l'aéroport, les institutions de la République et d'interdire au Premier ministre d'atterrir au pays. Et donc c'est un phénomène qu'il faut prendre avec beaucoup de fermeté. Lorsque la Constitution de la République parle à son article 16 de la sacralité de la vie humaine et renchérit à son article 61 dans le même sens, mais à l'exception faite lorsque certaines lois disposent autrement. C'est entre autres
lorsque l'on a affaire à des lois qui prévoient la peine de mort. Et ça doit être exécuté. Mais alors, est-ce qu'on exécute la peine de mort aussitôt prononcée par les cours et tribunaux? C'est là toute la question. Mais il y a tout un mécanisme. Lorsque vous lisez l'article 345 du Code de procédure, du Code judiciaire militaire, mais c'est bien établi qu'il y a toute une procédure, il y a tout un processus avant de pouvoir exécuter la peine de mort. D'abord, la décision doit être définitive. Ici, par définitive, il faut entendre que le délai de cassation est suspensif de l'exécution, même le délai de cassation. Évidemment, en considérant que c'est 40 jours, et pour appel, opposition, juridiction militaire, c'est 5 jours, etc. Devant juridiction civile, c'est 10 jours. Et puis, c'est 3 mois pour cassation. Mais c'est suspensif. Mais c'est seulement à l'épuisement de cela que l'on exécute la peine de mort. C'est seulement à l'épuisement, encore que le législateur dit que le ministère public qui est appelé à exécuter la peine de mort doit adresser une requête de grâce présidentielle. C'est-à-dire qu'au bout de compte, c'est le magistrat suprême qui vous dit bah, « moi, je refuse » ou « moi, j'accepte la peine de mort ». C'est ce que disent nos lois. De ce point de vue, c'est très technique, il fallait bien expliquer. Alors, lorsque le ministre de la Justice, le garde des Sceaux de la République, vous dit que ces gens qui ont été condamnés à la peine de mort seront exécutés, mais c'est conformément à la loi. Mais ça peut être demain, mais ça peut être après-demain. Mais évidemment, en suivant les mécanismes qui sont prévus par nos lois. Voilà, Monsieur le ministre d'État, je crois qu'il y a beaucoup de questions qui vont venir pour qu'on soit un peu plus précis. Merci. Et plus pédagogique sur le sujet, parce que c'est un sujet dont tout le monde n'a pas la maîtrise, parce qu'il s'agit d'une matière juridique. Alors on va commencer la série des questions avec M. Jacques Moulouma. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. Nous avons suivi les explications. Est-ce que les Koulouna condamnés qui vont aller à Angenga et dans d'autres prisons de haute sécurité, est-ce que les conditions carcérales sont réunies pour accueillir un si grand nombre de gens? Et des deux, la peine de mort, le moratoire a été levé, le moratoire d'exécution pour la République démocratique du Congo, avec beaucoup de critiques, Monsieur le ministre d'État. Est-ce que c'est une avancée pour la RDC ou un recul en ce moment où d'autres pays plaident pour l'abolition de la peine capitale? Et les Koulouna, à la longue, on ne peut pas envisager, au lieu de la peine des morts, envisager la prison à perpétuité, par exemple, qui est aussi une forme de punition pour ceux-là. Alors je veux peut-être finir avec une dernière question, toujours dans votre secteur. Quand vous avez pris vos fonctions, Monsieur le ministre d'État, vous étiez adulé par la population. Je me souviens, le jour de la remise reprise, vous êtes venu avec un chien qui symbolisait la rigueur, la fermeté. Et dans cette logique, vous aviez accordé un moratoire aux églises, je crois 60 ou 80, 90 jours pour se mettre en règle les églises qui fonctionnaient avec les F92. Mais aujourd'hui, le délai est largement dépassé, le moratoire largement expiré, et c'est le silence total, les mutismes du côté du ministre d'État. Est-ce que c'est un signe de défaite de votre part? Vous avez peur des hommes de Dieu ou qu'est-ce qui se passe? Alors, le ministre d'État va vous répondre, mais j'aimerais refixer 2-3 idées pour que nous puissions rester dans le sujet. Sur cette question de Koulouna, souvenez-vous de ce que le président de la République a dit devant le Congrès.
il y a évidemment une responsabilité de l'État par rapport au devenir de nos jeunes. Je crois que cet après-midi devait y avoir une réunion autour du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur où on devait parler des autres aspects. Évidemment, les aspects des chambres foraines, c'est des aspects en face de la barbarie, de la réponse de l'État, parce que l'État doit répondre. Mais au-delà de ça, il y a une dimension d'encadrement. Pour certains, regardez, aujourd'hui l'hôpital de Kitambo est en cours de reconstruction, c'est l'œuvre de certains Kuluna ou d'autres. Donc ça veut dire qu'ici, nous faisons un focus sur ce qui concerne les volets judiciaires, mais il ne faut pas ignorer que parallèlement à ce qui s'est fait au niveau judiciaire, il y a un travail d'encadrement qui est fait et que le recours à la justice où la loi doit s'appliquer dans sa globalité telle que dit par le président de la République arrive justement en face de cas des grosses criminalités telles que le ministre était en train de le relever tout à l'heure. Monsieur le ministre d'État, quelles sont vos réponses? Alors, je remercie Jacques. Merci pour vos pertinentes questions. S'agissant de la première condition carcérale, évidemment, nous prenons toutes les dispositions sur instruction du magistrat suprême et de la première ministre pour améliorer et humaniser nos prisons. Donc, nous veillons que des prisonniers passent nuit dans des bonnes conditions, mais également aient accès au minimum de vie. Je crois que si vous allez aujourd'hui à Makala, vous verrez les travaux des réfections qui se font. Si vous allez dans d'autres prisons, vous allez voir également tout ce qui se passe. J'informe d'ailleurs le peuple congolais du lancement de la construction, en tout cas dans les 2 semaines qui suivent, de la grande prison centrale de Kinshasa, au niveau de Maluku. Ça prendra maximum 2 ans. Ce sera une première pour un chef de l'État congolais depuis 60 de pouvoir offrir aux Congolais une prison qui n'a jamais été construite. Toutes les prisons que nous avons, nous les avons héritées de l'époque coloniale. Et ça aura une capacité de plus de 20 000 détenus. Je vous informe également qu'à Kisangani, on lance la construction d'une nouvelle grande prison d'une capacité des plus ou moins 10 000 détenus. Nous réhabilitons Osio, qui est toujours à la rive gauche des Kisangani. Nous construisons une nouvelle prison en Bujimaï. Nous sommes en train de construire une nouvelle prison à Bukavu. À Goma, ça avait été fait, mais au niveau de Saké. Bref, nous travaillons pour pouvoir sensiblement améliorer les conditions carcérales de détenus. C'est des prisons de haute sécurité et je n'oublie pas la prison de Boulou à Likasi, sur laquelle nous travaillons déjà. Et donc nous avons opté pour l'approche PPP et ça avance plutôt bien. Et moratoire et tout, est-ce une avancée sur la levée du moratoire? Mais écoutez, nous ne devrions pas tout mimer de l'Occident. Nous ne devrions pas nous complexer de tout ce qui se passe à l'Occident. Lorsque la France lève ou supprime la peine de mort, nous aussi nous voulons supprimer. Aux abolitionnistes, aux rétentionnistes, nous sommes parfois dans des débats stériles qui ne répondent pas en réalité aux réalités socio-politico-sécuritaires du pays. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays agressé par le Rwanda. Nous sommes un pays où nous avons des gens qui ont décidé de trahir le pays. Des gens qui ont occupé des grandes fonctions de responsabilité dans ce pays, qui ont décidé de servir la cause de l'ennemi. Face à cela, vous ne dites pas droit de l'homme. On ne lève pas, on ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONGD des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs de sécurité du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir garantir le minimum de sécurité possible à ses citoyens. Mais c'est cela la théorie des Léviathans.
de Thomas Hobbes. Le peuple accepte de concéder sa souveraineté. Et l'obligation faite pour le souverain est de pouvoir assurer sa protection. C'est cela notre rôle. Mais si nous levons le moratoire sur la peine de mort, je ne pense pas que l'on puisse parler du recul. Recul par rapport à qui et par rapport à quoi? Aux États-Unis d'Amérique. Jusqu'aujourd'hui, on exécute la peine de mort. Dans plusieurs États fédérés des États-Unis. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de droit de l'homme aux États-Unis? C'est la première puissance mondiale. C'est la première puissance mondiale. C'est le premier pays de l'Occident. Mais pourquoi quand il s'agit de la RDC, l'on doit chercher des problèmes? Pour rien. Nous devons nous assumer en tant que peuple, régler les problèmes de nos compatriotes, suivant nos réalités. Le phénomène Kuluna, c'est un phénomène réel. En Haïti, pour n'avoir pas pris des mesures drastiques de répression et de dissuasion, on en est arrivé là. C'est maintenant des forces de sécurité de l'étranger qui viennent pour pouvoir assurer la sécurité en pleine capitale d'Haïti. Et ça, nous n'accepterons pas. Nous n'allons pas accepter un seul instant que des règles de l'étranger, de l'extérieur, soient transposées chez nous sans, en réalité, tenir compte des us et coutumes, des réalités congolaises. Donc pour moi, je ne pense pas que l'on puisse parler d'avancée ou de recul. Il s'agit d'une mesure que le gouvernement avait prise pour pouvoir sécuriser, renforcer les mécanismes de sécurisation de notre peuple. Envisager d'autres peines. Écoutez, moi je suis ministre de la Justice et Garde des Sceaux. Mon rôle, c'est de réprimer. C'est la fermeté. Déjà par mon attitude, il faut que l'on sente de la fermeté. D'autres mesures, évidemment, sont envisagées, mais aujourd'hui et maintenant, la loi telle qu'appliquée aujourd'hui me conditionne, m'oblige, moi, ministre de la Justice, à pouvoir le faire exécuter. Vous avez également posé la question des églises, etc. Sur la question, je vous rappelle qu'il y a eu États généraux de la justice qui sont clôturés les 16 novembre 2024. Il y a eu des recommandations. Et donc, nous sommes présentement à la phase de la rédaction de la feuille de route d'exécution de ces recommandations. Et donc, de ce point de vue, vous pouvez prendre votre mal en patience. Tous les maux ont été diagnostiqués au niveau des cultes et associations. Et croyez-moi, nous allons assainir. Autant nous venons de lancer le travail des nettoyages au niveau de la sécurité urbaine, nous allons faire la même, des prisons, nous allons faire la même chose au niveau de cultes et associations. La même fermeté que vous nous avez reconnue au début, c'est la même fermeté qui demeure. Vous êtes heureusement sur les réseaux, vous pouvez interroger même votre TikTok maintenant. Vous verrez que le peuple congolais nous reconnaît la même fermeté. Merci. Voilà, Monsieur le ministre d'État, vous faites bien de rappeler le contexte dans lequel ce moratoire a été levé. Et je crois que comme le ministre d'État l'a dit, chaque pays a son parcours. Nous faisons face à une guerre, à une agression. C'est une situation qui requiert de nous, comme gouvernement, une réponse appropriée. Mais cela ne dénature en rien nos engagements pour les droits de l'homme. J'étais à l'examen périodique universel à Genève. Je crois que nous avons reçu, en tout cas pour tout ce que nous avons fait comme progrès, d'ailleurs dans les secteurs de médias, dans les secteurs de PVH, dans les cadres du FONAREF, nous avons reçu beaucoup d'encouragement. Parce que la marche vers le respect absolu des droits de l'homme est une marche inachevée pour tous les pays du monde. Et que nous sommes dans un contexte précis pour lequel, justement, ces pays qui s'émeuvent ou qui nous condamnent, en guillemets, ou qui pensent que c'est un recul, certains ont même le pouvoir, une certaine influence pour mettre fin à cette situation. Nous utilisons
toutes les voies qui sont à notre disposition pour ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et pour sanctionner tous les traîtres qui nous empêchent en réalité de terminer cette guerre. On va prendre les questions de M. Clément Mwamba et puis ce sera Mme Rachel Kitita. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Clément. Ma préoccupation est celle de savoir les causes du banditisme urbain sont légion, notamment le chômage, le manque d'emploi et ainsi de suite. Quelles sont les mesures structurelles mises en place jusqu'à là par le gouvernement pour tenter de juguler les banditismes urbains? Et autre préoccupation, lors de la clôture de la session de septembre à l'Assemblée provinciale, le président avait plaidé pour l'humanisation de cette opération, notamment en ce qui concerne les cas des mineurs. Les dossiers des mineurs traînent au niveau des juridictions militaires et n'arrivent pas au niveau de leurs juges naturels, notamment les tribunaux d'enfants. Qu'est-ce qui bloque à ces niveaux par rapport aux mineurs? Et dernière question, à quand l'exécution de l'ordonnance portant mesures de grâce collective? Merci. Alors, Monsieur Clément Mwamba, merci pour vos questions. Je commence par la première, mécanisme pour juguler, mécanisme alternatif. Comme je le dis, le ministre de la Justice n'est pas là pour commencer à réfléchir aux mesures sur comment contenter les Koulouna. Notre rôle, c'est de pouvoir réprimer. Tu violes la loi, on te sanctionne, on t'arrête, on te condamne. Et on exécute la peine. Pour le reste, le chef de l'État l'avait annoncé lors de son adresse à la nation, que seuls les Koulouna qui ne vont pas accepter de se réinsérer dans la société. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités qui sont offertes aux uns et aux autres de pouvoir se réinsérer. Je vous donne le cas. Aujourd'hui, le gouvernement de la République, par entremise évidemment sur instruction du magistrat suprême, assure et garantit la gratuité de l'enseignement des bases. Donc il est incompréhensif, l'incongru, de retrouver un mineur de 10 ans, de 12 ans dans la rue, en lieu place de se retrouver à l'école. Il est incongru de retrouver, évidemment, des jeunes qui ont étudié et parfois qui ont accès à certains emplois de se livrer aux actes de banditisme urbain. C'est vrai que c'est un phénomène holistique. Mais notre rôle, c'est de dire, toi, Koulouna, qui refuse de te réinsérer, une fois que les forces de l'ordre t'appréhendent, eh bien, sachez que la loi va s'appliquer dans toute sa rigueur. Mais cela ne veut pas dire qu'on viole les droits de l'homme, parce que les droits de l'homme, c'est aussi garantir le droit et la sécurité de la victime. Lorsque vous tuez quelqu'un, vous devriez être sûr qu'il y a des lois qui sécurisent cette victime. C'est cela les droits de l'homme. Il ne faut pas voir les droits de l'homme à sens unique. C'est pourquoi vous avez des États comme la Chine, vous avez des États comme la Russie et bien d'autres. Je reviens sur les États-Unis, puisqu'on aime bien parler de l'Occident. Donc il y a des sanctions sévères qui sont destinées à décourager le banditisme. Donc l'idée pour moi d'ailleurs, c'est d'étendre la peine de mort même à ceux qui détournent les deniers publics. Donc, à l'allure où vont les choses, puisque nous allons certainement, excusez-moi, ça c'est en guillemets, nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, ben tu sois condamné à mort, que tu sois exécuté. Et vous allez remarquer qu'à la différence des opérations précédentes, celle-ci est dissuasive parce que nous avons fait intervenir
les mécanismes des sanctions qui sont légaux. Jadis, c'était on arrête, on met dans le cachot et après ils négocient pour libération. J'ai été scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague, mais il y a un Koulouna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narobi Makaka, donc je finirai par sortir et je vais te tuer toi. Nakangi Lunginayo. Est-ce que vous le savez? Et donc, ils ont été habitués à la largesse de la justice, à la largesse des forces de l'ordre. Et j'aime bien la plupart des compatriotes qui nous soutiennent et soutiennent cette initiative du gouvernement. Ils disent, tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Koulouna, de ces bandits, de ces gangs urbains, ben, il sera facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme. Et donc je crois que c'est un travail d'ensemble. Il y a même des parents qui se permettent de fabriquer, de créer, d'encourager les banditismes urbains. Les enfants sortent, volent, pillent, tuent et ramènent les butins à la maison. Et lorsqu'on les recherche, ils les cachent. Nous disons que même ceux-là seront désormais poursuivis pour complicité du banditisme urbain. Donc il ne faudrait pas, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, le gouvernement fournit suffisamment d'efforts. Le gouvernement de la République déploie suffisamment de moyens, il faut le dire, pour pouvoir encadrer les jeunes. Mais savez-vous qu'il y a aussi suffisamment de manipulation et infiltration? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces groupes, des gangs urbains, se connaissent et sont organisés. Donc il suffit, avec l'agression que nous avons à l'est du pays, que ces voyous qui nous agressent puissent nous infiltrer, recruter quelques responsables de ces gangs. Nous allons nous réveiller un bon matin, la ville est prise en otage par des gangs. Et ça, nous n'allons pas accepter. Parce qu'il s'agit de l'intégrité de notre pays, il s'agit de la souveraineté de notre pays. Nous allons devoir la défendre jusqu'au bout. Vous avez parlé, M. Mwamba, de mécanismes alternatifs. Nous en avons parlé, les cas de mineurs. Nous construisons, comme je vous ai dit, des nouvelles prisons. Par exemple, dans le nouveau projet, nous mettons carrément tout un pavillon réservé aux mineurs, avec des conditions de scolarité y compris, etc. Donc, nous travaillons pour que les mineurs soient traités à juste titre comme tels. Mais une question, une interrogation. Vous savez, un mineur de 17 ans, qui tue toute une famille, quel sort lui réserver? Un mineur de 17 ans. Ça veut dire qu'un enfant qui a moins de 18 ans, mais qui débarque chez vous et tue votre parent à coups de machette. Vous faites quoi de cet enfant? Entre ces mineurs qui a tué votre parent et un majeur qui a volé peut-être une poule, qui en principe devrait bénéficier de la clémence de l'État. C'est pourquoi moi je pense qu'au-delà de tout, il faut bien apprécier les cas. Ça c'est ma conviction personnelle. Qu'à un moment nous avons été emballés et nous devons nous regarder en face. Quelles sont les réalités de notre société? Et légiférer en fonction de cela. C'est de cette façon que nous allons sortir notre pays du marasme. Nous allons développer notre pays. Plutôt que quand en France on dit non, à 17 ans l'enfant est mineur, ici aussi oui, à 17 ans l'enfant est mineur. Ce mimétisme nous a détruits. Mais je conviens avec vous qu'à 10 ans, l'enfant doit être à l'école. À 11 ans, l'enfant doit être à l'école. Et le chef de l'État nous avait instruit là-dessus, la première ministre également. Et vous verrez que dans la politique du désengorgement, nous faisons en sorte que les mineurs
en tout cas pour peu que nous sachions, puissent être mis à la disposition de leurs familles respectives et être rééduqués. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade concernant... Voilà, on va prendre les questions de Madame Rachel Kitita. Concernant la grâce présidentielle Mwamba, Son Excellence Monsieur le Président de la République a signé en date du 31 décembre 2024 une ordonnance portant mesure des grâces collectives. Dans cette ordonnance, il importe d'indiquer les 3 mesures qui ont été prises. La première, c'est la remise de peine. En tout cas pour des compatriotes qui ont été condamnés à moins de 5 ans de servitude pénale. 2, c'est la réduction de peine de 5 ans. En tout cas pour les peines restant encore à courir. Et enfin, c'est la commutation de peine. Et de toutes ces mesures, nous sommes en train de travailler. Il y a l'article 5 qui donne les exceptions à toutes ces mesures. Qui ne peut pas bénéficier de ces mesures? C'est entre autres les cas des viols, des violences sexuelles, des détournements de deniers publics, atteinte à la sûreté de l'État et bien d'autres, enfin, blanchiment de capitaux, etc. Maintenant, le ministre de la Justice, qui a été chargé par le magistrat suprême pour exécuter cette ordonnance, s'est immédiatement mis à travailler sur la problématique, sur l'exécution de cette ordonnance. Parce que ça s'exécute automatiquement. La décision du magistrat suprême s'exécute. Nous n'allons pas attendre. Nous avons mis en place une commission nationale que j'ai d'ailleurs, j'ai signé cet arrêté aujourd'hui. Nous avons mis en place des commissions provinciales pour travailler au niveau de province. Et le délai maximum pour libérer les éligibles à la grâce présidentielle est de 3 semaines. Et donc, d'ici au plus tard la fin de cette semaine, nous allons déployer des équipes mixtes au niveau de toutes les provinces pour pouvoir s'assurer de ceux qui sont réellement éligibles et ceux qui ne sont pas. Et surtout, veiller qu'il n'y ait pas monnayage. Qu'il n'y ait pas monnayage de la grâce présidentielle ou des libérations. Et tous ceux qui vont se retrouver dans un cas de figure de corruption monnayage seront sévèrement sanctionnés. Et donc, je peux rassurer le peuple congolais que l'ordonnance présidentielle par nos soins sera scrupuleusement, promptement exécutée au plus tard la fin de ce mois de janvier 2025. Voilà, Madame Rachel Kitita. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole, pour la parole. Des petites questions, d'abord au ministre d'État, ministre de la Justice. Si l'objectif est de lutter contre le banditisme urbain, l'efficacité résidera aussi dans la synchronisation des efforts pour lutter contre cette criminalité à travers la capitale. Mais l'opinion a l'impression que vous, ministère de la Justice, et le ministère de l'Intérieur n'évoluent pas sur la même longueur d'onde, puisque vous avez l'opération Zéro Kuluna, ainsi de l'autre côté au ministère de l'Intérieur, c'est l'opération Ndobo. Et on ne vous voit pas beaucoup ensemble pour montrer à l'opinion nationale que vous synchronisez vos efforts pour lutter contre le banditisme urbain. Pourquoi ? Autre question, c'est une autre opinion. Pense que dans un état de droit, un ministre de la Justice n'a pas le droit de participer à des audiences, puisque ça apparaîtrait comme une pression que vous mettez sur le juge pour pouvoir condamner les personnes qui sont jugées. Que répondez-vous à cette opinion qui pense ainsi? À la question des enfants mineurs, certains parlent d'une violation de leurs droits fondamentaux.
c'est-à-dire que ces enfants ne devraient pas être incarcérés, plutôt mis dans un endroit avant le jugement, mais là ils sont déjà incarcérés et ça s'apparente à une violation de leur droit fondamental. Que répondez-vous à cette question? Et si vous le permettez, je vais faire... Ça va faire la quatrième s'il question. vous plaît. La deuxième vague, la nomination de 2500 magistrats, où est-ce qu'on en est? Et une question porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, situation sécuritaire oblige, quand on suit les médias internationaux, on a l'impression que la RDC s'acheminera peut-être dans les jours à venir vers une négociation entre les M23. Est-ce que le narratif en interne et à l'externe dit la même chose, puisqu'on a l'impression de suivre deux points de vue différents, des analyses différentes des médias nationaux et internationaux? Vous, en tant que porte-parole du gouvernement qui prêchez le changement de narratif, et quel est votre point de vue quand vous écoutez de l'extérieur ce qui se dit de la situation sécuritaire en RDC par les médias internationaux? Voilà, madame, merci pour vos multiples questions. Je veux commencer par celle-là avant que le ministre d'État ne réagisse. D'abord, il y a un grand travail à faire sur la perception de la République démocratique du Congo. Et c'est un peu justement parce qu'il y a cette perception négative que nous communiquons de manière très régulière pour dire ce que nous faisons et ne pas laisser dire aux autres ce que nous ne faisons pas. Ce matin, nous avons, je ne dirais pas frôlé un incident, mais c'était déjà un incident. Un média international a rapporté qu'en République démocratique du Congo, on avait exécuté 120 Kuluna et qu'on s'apprêtait à en exécuter 57. Tout le monde y a cru. Tout le monde y a cru. J'ai alerté le ministre d'État, ministre de la Justice, et très vite lui-même, il a démenti. Et ces médias, pour ne pas les citer, Association de presse, a eu l'honnêteté de rectifier ce qui a été dit. Alors, il faut faire attention dans la démarche, parce que nous parlons justement du banditisme urbain, de la nécessité pour nous de restaurer cet état de droit dans la dimension contraignante. Parce que le ministre d'État vous a dit tout à l'heure qu'il y a un parcours entre le prononcé et l'exécution. Le ministre d'État vous a dit ici aussi qu'il y a des peines de 2 ans, de 5 ans. Mais il y a un focus parce que il y a comme toujours, on est toujours friand d'avoir des nouvelles qui permettent de noircir un peu plus ou de raconter les Congos sous un prisme négatif. Ça, c'est un premier point sur lequel il faut qu'on s'accorde. Mais maintenant, pour ce qui concerne la couverture. Alors, nous suivons, et ce matin, j'ai fait changer des papiers des médias internationaux, justement. Parce que, malheureusement, je ne voudrais pas les citer, parce que, malheureusement, notamment pour ce qui concerne vous savez, nous parlons ici, nous sommes dans une guerre. Dans une guerre, vous pouvez perdre des batailles. Mais vous ne perdez pas la guerre pour autant. Mais lorsque les petites avancées ou les batailles gagnées par des terroristes ou par l'armée rwandaise sont présentées d'une certaine manière par certains médias, ça nous pose un problème évidemment. Lorsqu'un média qui a des journalistes accrédités en RDC préfère utiliser une militante, une propagandiste notoirement reconnue mondialement pour justifier les thèses du mouvement terroriste du M23, ça pose un problème. Et comptez sur nous pour donner des réponses. On ne va pas tout exposer sur la place publique, mais nous prendrons des décisions pour que ce que nous souhaitons, c'est une couverture juste. Encore que nous sommes dans un contexte démocratique où il y a une pluralité d'opinions par rapport aux pays qui nous agressent. Mais le contexte démocratique ne suppose pas un laisser-aller. Et donc, tous ceux qui travaillent, qu'ils soient ici ou ailleurs, qui couvrent le Congo,
nous avons toujours été accessibles pour être en mesure de donner des réponses. C'est comme aujourd'hui, on a contacté mon équipe pour dire il y a une interview. J'ai dit non, je ne suis pas disponible. Et plus tard, on voit la machine à manipulation rwandaise dire que le ministre Muyaya aurait fui un débat. D'abord, sur le principe, je ne peux jamais débattre avec un terroriste pour rien au monde, quelle que soit la nature du média. Et donc, de ce point de vue, on a des lignes rouges. Alors, je vais terminer en disant qu'avant d'être journaliste, vous êtes des Congolais. Pourquoi nous, on parle de front médiatique, justement? Parce que nous savons que c'est aussi par les médias que passe la manipulation, volontairement ou involontairement. C'est pour ça que nous avons toujours une dimension d'échange et des discussions avec les responsables de ces différents médias au-delà des correspondants locaux. Et lorsque nous leur faisons remarquer que le travail n'a pas été professionnel, ils se corrigent, tant mieux. Mais lorsqu'on fait remarquer et on ne voit pas de correction arriver ou d'amendement arriver, on prend des décisions et on les prendra. Parce qu'il est hors des questions que des médias qui sont censés être sans parti pris contribuent à la propagation ou à la promotion d'une entité terroriste qui est reconnue mondialement et du reste sous sanction. Et donc, le front médiatique dans lequel vous faites partie, c'est aussi ce front qui doit permettre de donner les informations. C'est aussi ce front qui doit permettre de tenir compte de la sensibilité de certaines informations. C'est aussi ce front qui doit toujours se mobiliser derrière nos forces armées, non pas pour en faire l'apologie, mais pour saluer la bravoure de ceux qui défendent la patrie. Le jour où la guerre dans l'Est se terminera, ces jours-là, nous pourrons capter des moyens pour investir dans d'autres secteurs, notamment économiques, et les médias en tireront profit. Parce que cette guerre, il y a un coût quotidien que nous payons. Et aujourd'hui, quand vous regardez la situation générale des médias, elle n'est pas très reluisante. Et il y a un effort à faire que nous ferons à notre niveau. Donc ici, je rappelle, nous sommes en début d'année, nous aurons l'occasion de nous retrouver. C'est pour ça que nous faisons des campagnes d'éveil patriotique pour que nous tous, nous puissions avoir la même lecture. La guerre dans l'Est, ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi. C'est la guerre que l'on fait au Congo et ça dure 30 ans. Avec le président Tshisekedi, nous avons un commandant suprême qui est déterminé, qui marque de points sur 5 fronts. Militaire, diplomatique, économique, judiciaire et médiatique. Et tous les Congolais doivent de ces faits se mobiliser autour de lui pour bouter dehors nos agresseurs et nous allons régler nos questions entre nous parce qu'il faut d'abord sauvegarder l'intégrité territoriale. C'est ce qui vaut le plus aux yeux de tous les Congolais. Merci. Monsieur le ministre d'État, allez-y s'il vous plaît. Merci, monsieur le porte-parole du gouvernement, surtout pour vos réponses pertinentes. Vous savez, la question de l'agression rwandaise devait nous préoccuper au plus haut point. En principe, nous ne devrions pas, nous, Congolais, quel que soit notre statut, poser la question sur un quelconque dialogue avec les terroristes qui tuent nos populations, qui pillent nos richesses, qui violent nos femmes. Nous devrions tous, plus que jamais, nous ranger derrière le commandant suprême. Parce que la guerre qui nous a imposée à l'est du pays n'a pas de couleur. Nous ne devrions pas faire l'apologie de ces criminels. Ce n'est pas ce groupe d'individus qui font la guerre à la RDC. C'est une machination en vue de la balkanisation de la terre de nos ancêtres. Ça devait autant nous préoccuper. Mais c'est pourquoi je réitère une fois de plus tout mon soutien au commandant suprême et à nos frères RDC, vaillants frères RDC, à nos Azalendo. J'aimerais également nous encourager, tous, à pouvoir adopter la même attitude, des fermetés, des rigueurs. Vous voyez comment ces voyous se mobilisent contre nous. Vous voyez comment ils se mobilisent parce qu'ils occupent illégalement nos terres. Et tant que nous allons continuer à penser, à tort, que c'est une problématique
qui concerne uniquement le président Tshisekedi, nous allons un jour perdre cette république. Quel que soit le président qui arrive, avec cet état d'esprit, n'oubliez pas, Mzee Laurent Désiré Kabila a connu ça, Joseph Kabila a connu ça, le président Tshisekedi, ça veut dire que l'enjeu est ailleurs. Affichons de la fermeté. Répondons donc à la question. Mais c'est pourquoi nous allons faire tout pour renforcer le front judiciaire interne et international. Tous ceux qui sont arrêtés dans ce cadre-là seront jugés, condamnés.